chers abonnés, d'avoir fait le saut, d'être restés avec nous. Tag, je te cède la parole. Alors, la question de PKMX75. Question pour le Snake. Il n'y a pas grand place pour Bryce Pickford à la défense dans l'avenir. Est-ce que c'est possible de le transformer en ailier pour jouer sur un top 9? Oui. C'est très, très rare que ça arrive. Ouais. Hein? Ça s'est fait avec Brent Burns, puis qui est retourné à la défense. Ouais. Dustin Byfuglien l'a fait aussi, à un moment donné. Fedorov, mais ça fait plus longtemps. Fedorov, ça fait très, très longtemps. C'est un génie. Il n'a pas été là longtemps à défense. Il dépannait. Il dépannait, c'est Mathieu ça. Dandonneau. Mathieu Dandonneau. Mathieu Dandonneau, ouais. Regarde, ça, c'est difficile à dire parce que quelles caractéristiques Pickford a-t-il qui fait en sorte que on pourrait le mettre ailier? Juste parce qu'il y a un bon lancer ou juste parce qu'il n'y a pas de place à défendre chez le Canadien? Juste parce que défensivement, en ce moment, il y a du travail à faire? Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il pourrait arriver comme ailier puis marquer 30 buts non plus. Fait que je vois pas dans le jeu de Pickford nécessairement une caractéristique qui ferait en sorte que ça pourrait devenir un ailier. C'est mieux de l'échanger. Mettons, c'est un patineur rapide qui frappe ou quelque chose comme ça. T'es mieux de l'échanger si tu as pour un place. actif. Et voilà. Pascal Turcotte, question pour Mathias. En 2014, tu as signé la préface du livre « La POC roulait pas pour nous autres » de Philippe Navarro, un contributeur intéressant à l'époque de ton blog. Je me demandais si tu avais encore des nouvelles de lui et s'il avait l'intention de faire une mise à jour de son livre. Comment il s'appelait sur le blog? Boulga. C'était Boulga, hein? Oui. Écoute, Philippe Navarro m'écrit encore. Écoute, c'est un gars qui a vraiment un sens de l'analyse incroyable. Ah oui. Fait que des fois, il réagit à mes chroniques, puis il continue à me nourrir. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a une mise à jour pour son livre, mais oui, il me donne des nouvelles, je te dirais, quoi, une fois ou deux par mois, quand même. OK. Ah oui. OK. Oui, c'était intéressant. Il faisait des analyses des repêchages, si je me rappelle bien dans le livre. Je l'avais lu, là. Il faisait des analyses des repêchages, puis il avait tiré des conclusions quand même surprenantes auxquelles peut-être les équipes de la Ligue nationale n'avaient pas pensé. Ouais. Et disons qu'il me touche souvent dans mon orgueil parce que il est tellement plus avancé dans les stats qu'il me ramène sur terre. Pouvez-vous, moi, si je le connais pas, pouvez-vous me l'introduire, dire c'est qui? Ah, je pensais que tu voulais que je signe la préface de ton livre. Oui. Il doit sûrement nous écouter. Comme moi, je te rappelle à l'ordre avec ta partisanerie du CH. Ben là, avec l'émission régulière, là, tu peux plus me dire grand-chose. Non. Mais je disais pas ça pour que vous me le présentiez, mais plus parce que je sais pas c'est qui. Ah, OK. Ben, c'est un gars qui était sur mon blog. OK. Qui a écrit un livre. OK, tout simplement. Mais les stats, c'est ça. Okay. Simplement. Tu vois comment le blog, finalement, ça a fait plein de petits... Ah oui. Hugo Hamel. Salut Snake. Tu mentionnes souvent avoir de la difficulté ou être inconfortable à comparer des joueurs entre eux. Ah, c'est vrai. Dans une optique de vouloir le faire, combien existerait-il de profils types de joueurs selon toi qui rendraient deux joueurs de même profil comparables? Quels sont-ils? PS. Et si la réponse est qu'il y en a pratiquement autant qu'il y a de joueurs actifs dans la LNH, à combien de qualités / compétences similaires deux joueurs deviennent-ils comparables à tes yeux? Ben alors oui, en effet, la réponse, c'est qu'il y en a pratiquement autant que de joueurs actifs. Bon, tu vas avoir 500 joueurs, tu peux avoir, une centaine de 200 joueurs différents, tu sais, je veux dire, c'est très, très difficile d'arriver puis de dire c'est une copie conforme. Il y a des fois des joueurs qui te font penser à quelqu'un, mais tu sais, prends Léon Draisaitl. Ouais. À qui il te fait penser? Il y a un petit peu de Barkov. Un petit peu. Ouais. Mais il patine pas pareil. Caulfield de Brinkett. Oui. Hudson, Quinn Hughes. Oui, mais ça demeure quand même Suzuki, des comparaisons. Nathan McKinnon. Mais ça demeure des comparaisons moi, j'ai plus de facilité. Un peu boiteuses. Ouais. Moi, c'est très, très rare que je vois un joueur junior puis je me dis, lui, c'est... Est-ce que tu dirais Slav Rantanen? Pas exactement. OK. Pas exactement. Mais ça peut te rappeler... Pas exactement. OK. Non. Kapanen. Kapanen va à peu près tous les joueurs de la Liga. Attention. Vincent Fournier. Macklin Celebrini ne semble pas être le seul de sa famille à être dominant, car son jeune frère RG domine lui aussi sa ligue, alors que l'aîné Hayden n'a pas le même talent. Dans cette situation, cela ressemble également au cas de la famille Hudson. Je me demande, est-ce qu'il
Est-ce qu'il peut y avoir un piège de surévaluer le plus jeune des frères si le style est similaire au précédent? De plus, j'aimerais savoir si Eric Stahl a eu un impact sur son évaluation de Jordan lors de son année de repêchage. Je ne savais pas qu'il y avait un régent Célébrini. Regarde, pour moi, ça n'a aucun impact. Est-ce qu'il y a un piège de surévaluer des frères? Moi, je crois que oui. Je crois qu'à travers la Ligue nationale, le fait que le père ait joué ou le fils ait joué, surtout si le grand frère ou le père ont été excellents, je pense que ce que ça donne, regarde, en bout de ligne, ça ne change rien. Le jeune frère des Hudson, en fait, qui est plus vieux, Quinn, je pense pas qu'il ait eu une grande carrière dans la Ligue nationale, mais juste le fait qu'il s'appelle un Hudson, bien, ça a fait en sorte qu'on lui a offert un contrat. Personnellement, moi, tout ce que ça attire juste mon attention sur le nom, mais j'oublie vite le nom quand j'analyse un joueur. Alors, dans l'idée d'Eric Stahl, Jordan, non. Moi, je trouvais qu'Eric Stahl était beaucoup supérieur à son frère Jordan au point de vue offensif. Et Jordan, pour moi, je trouve que même si ça a été un bon joueur, on va appeler ça un joueur cérébral ou un bon joueur de troisième trio qui protégeait les avances, appelle ça comme tu voudras. Je trouve que le repêcher deuxième en 2006, ça a été une erreur de Pittsburgh. Et s'ils avaient repêché un des gars qui ont suivi, les Penguins auraient peut-être gagné plus de Coupes Stanley. Cédric Kane Beauchamp. Salut Snake. J'aimerais revenir sur ton top 10 des espoirs du CH. Si l'on simulait un repêchage de 10 joueurs dans les espoirs du CH, est-ce que tu avais le 10e choix? Et que tu avais le 10e choix. Est-ce que ta liste finale serait différente de ton top 10 présenté dans l'épisode régulier, tout en considérant ce que les joueurs nous ont démontré en date d'aujourd'hui? Lancerais-tu un dard sur un autre espoir en ayant déjà une idée du plafond d'un Florian Jacquet? Prendrais-tu Fowler avant, par exemple, Michael Hage, sachant qu'un gardien est plus difficile à évaluer et qu'on a quelques matchs NHL pour le voir versus 0 pour Hage? T'as pas de break, toi, hein? Non, mais on ne donne pas de break. Non, mais c'est super bien. intéressant. Ben justement. Écoute, très intéressant. J'aurais jamais pensé à me poser cette question-là. Non, mais c'est vrai, là. C'est vraiment solide, ça, là. Et t'es unanime là-dessus, là. Ah, je suis unanime. Regarde, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. J'ai dit, wow. Cédric est fort. On a eu des questions allumées là, dans toute l'histoire de notre podcast. On en a... Ouais, celle-là est solide. Moi, je pense que c'est sûr que si tu simules un repêchage, ta stratégie va probablement être différente parce que tu essaies de présumer qu'est-ce que l'autre équipe prendrait, premièrement. Et c'est vrai que si tu as déjà une idée du plafond d'un joueur, ben peut-être que tu vas le laisser passer parce que tu dis, ben j'aime mieux y aller avec un tel puisque son plafond semble plus intéressant. Pour l'idée de Fowler, prendrais-tu avant Michael Hayes, sachant que le gardien est plus difficile à évaluer? C'est un peu contradictoire la question parce qu'on dit le gardien est plus difficile à évaluer, mais on a eu quelques matchs, alors que Hayes est plus facile à évaluer, mais on a vu 0 match. Donc, normalement, je devrais prendre le joueur le plus facile à évaluer, donc Michael Hage, non? Oui. Il me semble. Alors moi, je prendrais Hage avant Fowler, si j'ai bien compris la question. J'ai-tu vu qui a posé la prochaine question? Ben oui. Un nouveau? Un nouveau venu? Un nouveau venu. Simon Lerat. Kent Hughes a eu la main heureuse en signant pour 7 ou 8 ans ses meilleurs effectifs. Pendant ce temps à Calgary, Dustin Wolf est signé pour 7 ans et a des performances coup-ci coup-ça cette saison. Considérant que le développement des gardiens est difficile à prévoir, signer un jeune gardien pour 7 ans ne représente-t-il pas un très gros risque? Poser la question, c'est y répondre. Imagine si le Canadien avait signé Montembeault pour 7 ans, sans être méchant. Là. Ouais. Mais on l'a signé 300 à prix raisonnable. Ouais. Garde les gardiens, surtout après 1 an, il y avait une bonne saison, Wolf. Puis Martin, ça peut se replacer l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais peu importe. Moi, je trouve que les gardiens, c'est pas nécessaire. On l'a fait avec Vasilevski. Vasilevski, c'était quand même une exception. Et Vasilevski, au moment où il était signé à long terme, il avait quand même fait ses preuves. Il avait eu, je pense, 2 contrats avant d'obtenir le long contrat. Alors, non. Quand tu cibles des joueurs pour signer à long terme, tu y vas avec principalement des attaquants, ensuite des défenseurs, puis les gardiens, d'après moi, non. Sauf exception. Wolf, il n'y avait pas un débat sur Trophy Calder? Oui, mais... OK. OK, je me rappelle vaguement. Oui, Mathias.
Maxime Lebeau. Seulement 15 joueurs québécois de moins de 25 ans ont joué au moins un match ont joué au moins un match dans la LNH et seulement 7 se qualifient comme étant des réguliers. Aucun d'entre eux n'est solidement ancré comme joueur évoluant au sein d'un premier trio ou d'une première paire de défense. Qu'est-ce qui se passe avec le hockey québécois? Comment expliquez-vous cette chute? Aucun Québécois non plus dans le top 15 de Snake. Scandale! Eh boy. Là, on fait-tu on a-tu une heure? En fait, on a-tu une semaine? Ouais. Regarde, c'est sûr que si ça a baissé aussi en Ontario puis dans l'Ouest, parce qu'évidemment, le hockey se mondialise de plus en plus, mais c'est sûr que la baisse a été plus grande au Québec. Tu sais, regarde, il y a 1000... Toi, tu as coaché dans le mineur, Mathias, fait que tu connais ça beaucoup plus que moi, parce que moi, les joueurs, je commence à les suivre. Il y a trop de chasse gardée. Il y a trop de chasse Qu'est-ce gardée. que tu dirais? Il y a trop de chasse gardée. Mais tu penses qu'elle n'existe pas, la chasse gardée, en Suède ou en Ontario ou aux États-Unis? Écoute, autant, je sais pas, les parents ont beaucoup de contrôle, veulent gagner. Écoute, la pression que j'avais, moi, pour couper je l'ai dit souvent, couper mon banc. Coupe ton banc. Oui, mais en quoi ça peut faire en sorte qu'il n'y a plus de Guy Lafleur, puis il n'y a plus de... Parce que tu sais jamais ce qui va arriver avec le jeune. D'abord, la surspécialisation. Ouais. Puis là, si tu mises juste sur ton élite très tôt, puis tu délaisses le kid. Moi, écoute, il y en a combien qui jouaient dans nos deuxièmes équipes avec les Princes? Puis ça a été les premiers repêchés dans le junior majeur. Oui, ça c'est vrai. Mais regarde, par contre, aux États-Unis, on forme le USNTDP, qui est l'équipe des meilleurs 16 ans, meilleurs 17 ans. On les regroupe tous ensemble. Oui, mais à 15, 17, tu sais, 16, 17, commence pas à 7-8 ans, là. Non. Puis l'argent. C'est bien trop cher. Maintenant, là, le pour hockey suivre coûte très cher, mais il coûte très cher partout au Canada. Oui, tu as raison. Bon point. Mais je pense que vraiment, au Québec, c'est beaucoup les chasses gardées. Moi, je pensais que Jocelyn Thibault allait arriver à... Ouais. Puis c'est un gars compétent, là. Puis lui, il a juste dit, garde, là, c'est assez, là. Mais les associations... Parce qu'avant, moi, j'ai 60 ans, puis quand j'étais jeune, à peu près tous les petits gars jouaient dans une ligue de hockey. Ouais. Qu'ils soient bons ou pas bons. Il y avait du participation, du C, du B, en fait, il y avait de tout. Est-ce qu'il y a proportionnellement moins de joueurs qu'avant au Québec? Puis que les jeunes peut-être jouent à d'autres sports ou ne jouent à aucun sport en particulier? Tu sais, l'Ontario est quand même, demeure encore une vache à lait. Toujours. C'est sûr que tu as la compétition. Tu sais, la Ligue nationale, puis si on l'oublie, a investi énormément aux États-Unis. Oui. Ça s'est réveillé aux États-Unis. Oui. Fait que tu as la compétition des États-Unis. Maintenant, tu as la Suède, la fin. Tu sais, dans le temps, là, du Canadien, 86, là, Oui. c'était juste des Américains, des Canadiens, puis quelques Européens. Puis des années 70, 98% des joueurs de la Ligue nationale, je pense, c'était canadiens. Fait que c'était plus facile. Puis il y avait quelques Américains. Ouais. Mais il reste quand même que l'Ontario continue à en produire. Puis il reste quand même que là, tu as plus de Slovaques d'impact dans la Ligue nationale, de jeunes Slovaques d'impact dans la Ligue nationale que de Québécois. Ouais. Mais on va suivre de près Alexis Joseph. Oui. Excellente saison à 16 ans à Saint John. Est-ce qu'il va être choisi premier en 2027? S'il n'est pas choisi premier, ça ne sera pas loin s'il maintient son rythme. Vraiment un joueur ultra talentueux. Puis, tu sais, on parlait de comparaison de joueurs. Moi, quand j'ai vu ce gars-là jouer pour la première fois à 14 ans dans le midget 3, j'ai vu. Puis ça, c'est rare que je vois un joueur de la Ligue nationale. C'est rare. J'ai vu Evgeny Malkin. Ah oui, hein? Ouais. Wow. Un gars qui ralentit le jeu, OK. qui a un physique imposant, puis qui est super rapide. Là, il y a peut-être Caleb Desnoyers qui s'en vient. Il y a Caleb Desnoyers. Mais est-ce que Caleb Desnoyers va être un joueur de premier trio? Ça, c'est une autre paire de manches. Okay. Ouais. Martin Turgeon. Simon, je pense que le Canadien devrait terminer entre le 18e et le 24e rang cette saison. Pourriez-vous nous donner un top 5 des espoirs que le Canadien pourrait repêcher? Mais ça n'arrivera pas parce qu'il va faire les séries, là. Non, mais entre 18 et 24. Ah, Oui. repêcher en 18 et 24. C'est possible. Parce que là, j'ai vu, devrait terminer entre le... Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est plus... Oui, c'est ça, c'est repêché. Regarde, ça, c'est une question... Il est tôt encore. Hein? C'est sûr que c'était plus facile en 2022, 2023, 2024 parce que j'avais juste un top 3 ou un top 4 à m'occuper. Là, rendu entre les 18 et 24 carrément, il y a des joueurs qui glissent. Il y a des joueurs... Mais je veux quand même répondre à la question. Oh, ben oui, alors, vas-y. j'ai 5 noms ici que je lance qui pourraient être disponibles au rang du CH. Le Russe Ilya Morozov qui joue dans la NCAA en ce moment. Le plus jeune joueur de la NCAA avec Tynan Lawrence, ils sont nés le même jour. Il y a Nikita Klepov, un Russe qui joue dans la Ligue de l'Ontario.
Il y a Alexandre Comend, c'est un Suédois. Il y a plein de jeux de mots à venir. Ouais, moi, Il y a de oui. l'espoir pour Salut. les jeux de mots. Oh oui. Comend, je trouve que ça a été le meilleur joueur suédois au tournoi Juniora qui est venu à Trois-Rivières au mois de décembre. Il y a Oscar Hemming, qui, lui, est un Européen qui joue cependant dans la NCAA. Lui aussi à 17 ans. Rare. Ça, c'est un gars... il est un peu inconstant, mais il est fort. Ça pourrait être un ailier de puissance. Et il y a un joueur très habile qui était dans mon top 10 au début de l'année, baissé un peu. Mathis Preston, un joueur dans l'Ouest, qui est en train de dégringoler, puis peut-être qu'il pourrait se retrouver à ce niveau-là. Donc, ça donne un peu une idée de ce que le Canadien pourrait aller chercher. Pas de grande vedette là-dedans, mais certainement des possibles bons joueurs de milieu d'alignement. Thomas Barlow. Salut le serpent. Est-ce qu'il serait possible de faire un récapitulatif des saisons pour lesquelles Des raisons. des raisons pour lesquelles il faut être plus prudent avec les joueurs de la WHL? Je sais que statistiquement, les joueurs dominants dans la LNH ces dernières années proviennent un peu moins de l'Ouest, mais je manquais d'arguments au moment d'expliquer cela à mes amis qui s'intéressent au repêchage. Oui, les raisons. C'est plus des constatations que des raisons. Hey, juste parenthèse. Là. Ouais. Je lis la dernière phrase. Là. Il y a 20 ans, là, un Thomas qui dit qu'il manque d'arguments au moment d'expliquer à ses amis qui s'intéressent au repêchage. C'est-tu le fun d'avoir tout ce monde-là maintenant Qui maintenant qui discutent de s'intéresse repêchage. Oui, mais discute de repêchage? C'est ça, alors qu'avant, les gens Ouais. discutaient seulement du match de la veille. Ouais. Fait que, regarde, il n'y a pas... C'est sûr que dans l'Ouest, je trouve que le jeu est peut-être un peu plus ouvert. Donc, il y a plus de buts. Fait que ça gonfle les stats des joueurs. Puis à ce moment-là, moi, j'y vais surtout avec les preuves. Autrement dit, tu regardes des joueurs qui ont énormément de points dans l'Ouest, puis après ça, tu regardes les classements des marqueurs de la Ligue nationale, et il y a très peu de joueurs de l'Ouest qui se trouvent dans les 50-100 premiers. Ouais. Donc, comment ça se fait qu'on s'emballe pour tel joueur? Puis après ça, tu sais, ça serait bien, là, mettons, de dire on va sortir en 2018, avant la COVID. Mettons 2015 à 2020. On va sortir tous les joueurs qui ont fait 100 points dans l'Ouest, puis on va voir à chaque année, puis on va voir où est-ce qu'ils sont rendus. Ouais. Par rapport aux joueurs qui ont fait 100 points dans l'Ontario, puis où est-ce qu'ils sont rendus. Moi, j'ai fait un genre d'exercice semblable, puis j'ai remarqué que les joueurs de la WHL, on les monte au nu avant le repêchage, puis après ça, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis souvent, ils sont bien ordinaires. Puis, qu'est-ce que j'avais dit à un moment donné? Il y en avait un dans les 50 premiers marqueurs, ou quelque chose de même, là, quelque chose de genre-là. Fait que c'est pas une question d'avoir des arguments, c'est plus une question d'être confronté aux faits. La raison, moi, je te dirais, le jeu est plus ouvert. C'est tout. L'épreuve des faits avec Ouais. deux. Yarek Dutreuil. Avec le Wild qui magasine pour un centre, la solution serait-elle d'échanger le jeune gardien Wallstead? Et un jeune gardien comme lui vaut quoi sur le marché? Écoute, on a entendu, ça m'a surpris de voir des rumeurs qui parlaient de ça. Moi, j'ai un gestionnaire, tu te rappelles, qui m'avait déjà dit un gardien qui n'a pas joué dans la Ligue nationale n'a pas de valeur. Voilà. Mais, lui, il a quand même un petit échantillon. Tu sais, il a une bonne première moitié de saison. Ça aide déjà, ça augmente la valeur. tu sais. Ça l'augmente, Spencer Knight, tu sais, il n'était pas numéro 1. Il avait de la valeur. Oui. Askarov a eu quelques matchs. il avait de Quelques la valeur. matchs, c'est ça. Alors, si on regarde l'échange d'Askarov, ça a donné un choix de fin première Ouais. et un espoir qui avait été repêché en fin première ronde. Donc, techniquement, Wallstead est un peu... Ouais. deux choix de fin première ronde pour Askarov. Puis un gardien repêché lui aussi. Wallstead était repêché au premier tour également. Oui, déjà. Alors, comme Askarov, il y avait un pedigree. Fait que déjà, au départ, le joueur, le gardien de but qui est repêché en première ronde, je pense qu'au minimum, il va valoir, s'il maintient ses performances, le rang de repêchage auquel il a été sélectionné. Mais le Wild veut un joueur établi, évidemment, pour l'aider. Bon, parce qu'ils ont Gustafsson. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est tentant d'échanger un surplus pour aller boucher un trou ailleurs, surtout que le Wild a échangé beaucoup d'espoir. Dans l'échange de Quinn Hughes, il ne reste plus grand monde à échanger. Ouais. En passant, parlant du Wild et des échanges, j'ai entendu quelque chose en fin de semaine et on parlait de... Il y avait un insider, comme on l'appelle, qui avait été en contact avec des directeurs gérants et il y avait un directeur gérant qui lui avait dit, il dit, vois-tu, il dit, le Wild essayait d'échanger Marco Rossi depuis un bon bout de temps.
et comment ça a été difficile de trouver preneur. Et là, finalement, il a fallu le packager avec d'autres joueurs et ça a donné Quinn Hughes. Et la raison étant que les petits joueurs de centre, les DG n'en veulent pas. Ils ont trouvé leur poisson. C'est ça. À tort ou à raison, là. Moi, je fais juste citer. Oui. Les Un DG Canuck? n'aiment pas. Fait que, moi, des fois, quand j'arrive puis je te dis, tel joueur de centre, oui, il est bon, mais il fait 5 pieds 9. Ouais. Les Au DG, centre. Les alliés, c'est moins On pire, parle pas des c'est ça. alliés. Oui. On parle des centres. Les DG, sauf exception, n'en veulent pas. Frédéric Hébert, ne serait-il pas le temps de trouver un partenaire stable à Hudson? Carrier n'est pas la solution à long terme. Reinbacker le deviendra-t-il? Pourrait-on cibler un jeune droitier à gros gabarit, mobile et défensif, et déjà établi ailleurs? Exemple, Schneider à New York. Moi, ce que je trouve intéressant ces temps-ci, puis ça fonctionne, ça va fonctionner jusqu'à temps qu'il se blesse à nouveau s'il se blesse. J'aime bien Goulet avec Madison et Dobson avec Hudson. Mais ça. Ça ne veut pas dire que je trouve pas intéressant Schneider sur un troisième paire, un droitier. Oui. En attendant que Reinbacker, si Reinbacker. Mais ça reste les Rangers de New York. Et ça reste Jeff Gorton à Montréal. Ouais. Jusqu'à ce que je vois un premier échange entre ces deux-là, j'y croirais pas. OK. Pas parce que Gorton ne veut pas transiger avec eux. Parce que je suis pas sûr qu'eux veulent transiger avec Gorton. J'ai une question. Le James Dolan, là, il a la mémoire longue, puis je pense qu'il est capable d'avoir une tête de cochon, là, puis ça m'a Même au détriment d'améliorer son équipe. tu Et, sais. Ouais. et moi, je trouve que celui qui a l'odieux, c'est Dolan, c'est pas Gorton. Mais bon. Mathieu, j'ai une question. Dans un cas que justement les deux veulent pas se parler, je parle des Rangers Ouais, puis de. Puis là, je pense, mais ça veut pas dire que c'est le cas. Là. Est-ce qu'ils pourraient utiliser une troisième équipe pour faire le pont Absolument. ou c'est. OK. Ouais. Ouais. Mathieu Viau-Renault. Qui, selon vous, serait la cible idéale pour le CH? Un attaquant top 6 de puissance, un genre de Tom Wilson plus jeune qui vaudrait la peine de sacrifier plusieurs actifs de qualité, comme ce fut le cas pour Dobson. Pour qui ça vaudrait la peine d'échanger Age ou Zarovski? Adam Fantilli, Connor Geeky, Matthew Nyes, Cutter Gauthier? Quelle équipe serait intéressée à ce genre de transaction? Écoute, pas grand. Ben, regarde, c'est très spéculatif parce que dans certains cas, je pense que la valeur des joueurs mentionnés comme Geeky vaut moins que Hage et Zarovski, premièrement. Fantilli va rester à Columbus. Matthew Knight, je pense que Toronto va le garder. Ou bien ils vont l'échanger contre un centre de troisième trio. Cutter Gauthier, Ça je bouge pense pas. qu'il est à Anaheim pour rester. Mais je comprends, on nous donne des exemples ici. Tom Wilson, en passant, là, Oui. si tu es un salaud, écoute, le coup à Stankoven, là, Ouais. c'est pas pour séparer le joueur de la rondelle. Lui, il visait la tête, même s'il est plus grand, là. Lui, il visait la tête, il voulait blesser le joueur. Excuse-moi, là, défendez-le comme vous voulez. Lui, il veut blesser l'adversaire. Puis je trouve ça sale. Quand tu vois Matthew Tkachuk, quand il a été échangé, ça a coûté quand même Jonathan Huberdeau. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que si le Canadien échange un joueur, veut aller chercher un joueur du calibre, mettons, de Nice ou de Cutter Gauthier, ben ça va coûter quelque chose C'est sûr. ça va coûter quelque chose. Enfin, Mais mal. Mathieu ça. demande c'est quoi la cible idéale, selon vous? Ben, la cible idéale, c'est un joueur, exemple, comme Matthew Nice. Ben, Moi, je pense que c'est la cible idéale. Une équipe qui veut reconstruire. Oui, ou qui mais veut Matthew Nice, larguer. il est jeune. Ouais. Alors, tu sais, il faudrait vraiment que ce soit un cas comme Chicago qui avait échangé des jeunes joueurs. Mais est-ce que Toronto va échanger Matthew Nice puis Easton Cowan? Ou C'est tu tout ce qu'il veux leur reste. Toronto veut un défenseur, puis tu en as un de premier plan, puis tu sais, tu fais quelque chose comme mais ça. c'est pour ça que Ouais. ça coûterait cher. Ça ne coûterait Ouais. pas nécessairement seulement Hage Mais ou Zarovski t'échanges qui n'ont pas- pas fait leur preuve. Tu n'échanges pas Hudson pour Matthew Nice, Non. là, c'est ça. Non. Daniel Gagnon. Question pour Mathias. J'écoute plusieurs balados et ce qui me frappe dans la couverture faite est une espèce de bipolarité ou de personnalité multiple. C'est sans doute pour cela que je sens que dans plusieurs interventions de Simon une forme d'attitude défensive. Les diverses vues de ceux que j'appellerai gentiment les impatients ont-ils une influence sur ton travail en général et sur les sujets que vous traitez dans le balado? À certains égards, probablement, qu'on veut, on prend les impatients, puis ça nous permet d'équilibrer. Tu sais, tu l'as fait souvent, toi, jusqu'à une certaine époque, là, jusqu'à aujourd'hui. Tu as voulu équilibrer avec le Canadien. Cette époque-là est finie, clairement.
Continue. Regarde, si tu Mais peux- oui, je pense Ouais. que oui, Ben, moi, je vais répondre. Je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais c'est que moi, je suis dans le jeu des prédictions à long terme. Ouais. Pour des équipes, pour des joueurs, c'est toujours en 2030 qui peut gagner la Coupe, en 2030 qui peut gagner le trophée Hart. Je pousse toujours par en avant. Et de la façon dont plusieurs amateurs consomment le sport-spectacle, c'est à partir d'hier. C'est à Ouais. partir de demain. Et là, c'est pour ça que des fois, je vais faire une prédiction sur un joueur, bonne ou mauvaise. Et là, je me fais rentrer dedans si le gars, un soir, il a 2 buts. Ouais. Oui, OK, mais on peut-tu s'en reparler dans 6-7 ans? Sauf que c'est pas comme ça que ça Puis fonctionne. il y a certains médias aussi qui sont dans le quotidien. Ouais. Puis oui, il y a de l'enflure, mais tu as beaucoup de cas où, tu sais, où quand je faisais de la radio au quotidien, Ouais. il faut que tu sois collé sur ce qui se passe. Hey, mais pourquoi vous parlez des 2 buts d'Evans? Je suis pas en train de dire que c'est Ouais. le prochain McKinnon, mais j'ai un sujet à faire aujourd'hui, puis ça donne qu'il en a compté 2. Fait qu'on va Ouais. souligner. Mais Puis moi, ben là, j'arrive là, puis là, je casse ça. Ouais. Evans, voyons Ouais. donc, il est dans une... L'année passée, je le disais, il est dans une passe, la passe de sa vie. l'homme de 4 millions, là. Oui. Oui, c'est vrai. Non, mais il est dans la passe de sa vie, Ouais. Evans. Fait que là, les gens impatients ou les gens qui vivent dans le présent arrivaient puis me disaient non, 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 il est bon. Puis oui, mais Ouais. OK, mais regarde Mais- son passé. Moi, son avenir, je le vois comme Mais ça. c'est notre travail, même au quotidien, Oui. c'est notre travail de dire, justement, il y a 2 buts, mais emballez-vous pas. Mais moi, c'est sûr que le fait de faire des prédictions à long terme, ça fait en sorte que je m'expose énormément Ouais. à recevoir des insultes et à être très patient. C'est ce qu'il y a le plus dur avant- à faire, ben oui. À être très patient Ouais. de pouvoir. Et souvent, que j'ai raison, Ouais. On c'est l'oublie. oublié. Non, garde, t'aurais pas cette écoute-là si... Non, mais on tu sais, oublie, Mathias Norlinder, là, Ouais. à venir jusqu'à son dernier camp d'entraînement, Ouais. il y avait des gens qui me disaient « As-tu vu son match pré-saison Ah hier? ouais. Tu t'es peut-être Ah ouais. trompé, là. Tu sais. Là, j'ai l'impression que la prochaine question, ça va te coûter cher, un virement bancaire. ou- Mais moi, j'ai juste un complément de question Oui. pour vous. Est-ce que vous pensez que ça peut influer? Es-tu un abonné de Patreon, Code Sport? ouais. Ouais. pense que j'ai- oui, Chaos Sport. Chaos Je Sport. pense que j'ai acquis mon badge, si je peux me permettre. Mais est-ce que vous pensez que ça influence les dirigeants du Canadien, l'opinion publique? Non. Non. À une certaine époque, oui. Oui. Il y a certains Ah oui. gestionnaires qui Ah étaient oui. influencés par l'opinion publique. Maintenant, non. Ben, on Sinon, a eu la preuve dès le repêchage de Shane Wright, il aurait Slavkovski. pris Shane Wright C'est au ça. premier rang. C'est ça. Ouais. Point. Bon, Mathieu Sirois, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Il t'aime? Monsieur Venin, Monsieur Libre et Monsieur Romantique. Tabarnouche. Le romantique, c'est toi. Monsieur Libre, c'est lui. Puis Je pensais Monsieur que les Venet, trois, c'est je pensais moi. que tu avais les trois. Non, 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 non. Toi, t'es Venin. Monsieur Romantique. Moi, je suis libre et romantique. Non, T'es- c'est Pag mais qui est il- libre. Il n'est pas libre pantoute. Ben, en fait. Ben, c'est bon. pas exclusif, là, tout ça. Là. Je pense que... Mais c'est vrai que je suis romantique. Ah, très. Surtout quand tu parles du Canadien. Moi, des fois, je te vois en date, là, puis je t'imagine avec une genre de poupée avec un chandail du Canadien, puis là, tu parles. Ah, ça oui, oui. Parce que dans ma vie de tous les jours, je parle pas beaucoup du Canadien. Est-ce que ce serait si grave que ça de voir des équipes comme le CH, tant qu'à rêver, les Sharks se faufiler jusqu'en finale et mettre la main sur le précieux trophée? C'est probablement mon côté romantique qui ressort. Mais il me semble que c'est toujours bon pour un sport professionnel d'avoir cette part d'imprévisibilité. Faire rêver Snake, surtout. Ben, regarde, éventuellement, peut-être qu'une des deux ou les deux vont gagner la Coupe. C'est pas impossible. Je pense que cette année, ça serait très surprenant. Mais moi, je vais te répondre sous un angle différent, Mathieu. Puis ça va faire lever les yeux au ciel de Mathias, puis probablement de Pag. Le puis romantique. De bien du monde. Non, vous allez trouver ça un peu tordu puis débile. C'est tordu et débile, mais vas-y. Je souhaite que les Sharks gagnent un jour. Mais pas cette année avec l'équipe qu'ils ont. Ah, Autrement dit, je serais ouais. déçu s'ils gagnaient. Parce que moi, je veux qu'ils accumulent encore les joueurs. Oui, mais... Je veux que les joueurs arrivent. Autrement dit, je veux qu'ils gagnent au moment où ça me tente. Oui, mais regarde. Oui, mais justement, quand Mathieu parle d'imprévisibilité, là, les Golden Knights de Vegas, la finale en 2017, on va en parler longtemps. Ouais. La médaille d'or des Américains en 1980, tu ne Ouais. peux pas être vieux. Non? Je sais pas né. Il y a, écoute, il y a 45 ans. Puis là, il y a un documentaire Netflix Encore? qui sort. Ils ont bien fait des films là-dessus. là.
Écoute, l'imprévisibilité, puis je suis content, Mathieu, que tu en parles. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport. Mais ça. Mais moi, c'est un autre... Je comprends ce qu'il veut dire. Mais moi, je vais te dire, exemple, des fois, j'aime ça, mais ça dépend quoi. Ben, comme tu as aimé la finale du Canadien en 2021. Ouh! OK. Non. Une imprévisibilité. 2009, Tom Watson, 59 ans, est à un pas de près de gagner le British Open. Ça, pour moi, c'est une imprévisibilité qui fait mon bonheur. OK. Mais voir une équipe que je suis, puis que je me dis, ben je pense que rendu en 2028 ou 2029, ils vont avoir tel joueur, tel joueur. Là, je me fais tous mes joueurs dans ma tête. Là. Celebrina, Misa, Smith, Dickinson, s'ils vont chercher tel gars, Askarov. Puis là, je me dis, OK, là, ils sont prêts. Les Pingouins gagnent la Coupe Stanley. Cette année? Et ça, on Je te dirais que ça rentrerait dans le Tom Watson un peu. aurait des excuses. Oh, Enfin. sûrement, oui. Ouais. Oui, mais justement, les Pingouins, regarde, justement, les Pingouins, c'est intéressant quand tu le mentionnes. Dans le podcast régulier, il y a un auditeur qui m'a parlé des Pingouins et leur façon de procéder. Puis, encore là, dans les prochaines semaines, ça va être un sujet. Ils ont gardé le noyau depuis 20 ans. Ils ont décidé, eux autres aussi, de pelleter par en avant. Puis, tu vois, ils sont encore en série. Ouais. Même si l'inévitable va arriver un jour. On le sait. Je pense que je viens de trouver un sujet. On a les trucs de mauvaise conduite à la presse, là. Ouais. Et c'est quel est votre moment, le plus grand moment d'imprévisibilité? Ouais. Hey, la France qui gagne la Coupe du Monde, alors qu'on voulait congédier l'entraîneur Émile Jacquet avant le début du tournoi. Tu sais, écoute, c'est les plus beaux moments. Tout le monde Moi, aime- je te l'ai dit, ça dépend. Si c'est des gloires du passé, ça me fait plaisir. Ouais. Mais si c'est des équipes Cendrillon qui sortent de nulle part, ça me fatigue. T'as le droit. Ça me fatigue. Puis on voit ça de plus en plus dans le sport maintenant, alors que avant c'était beaucoup plus prévisible. Au basketball, au baseball, au hockey. Là, au baseball, Ouais. c'est devenu prévisible. là. Ouais. Mais Avec Canadien les Dodgers, 93. Moi, j'ai pas de problème que les Dodgers gagnent. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es venin, puis moi, je suis romantique. Voilà. Tout est libre. C'est ça. Mais les Canadiens en 93, c'était-tu un exemple d'imprévisible? C'est Ben oui. imprévisible, ouais. Ben oui. Mais est-ce que Ben oui. t'étais content de ça ou pas? Ben lui, non, Canadien. Mais non, mais Canadien. J'étais pas fou de l'équipe. J'étais pas fou de l'alignement. je comprends. J'étais pas fou de l'alignement. C'est le Alors fun, moi, mais- je me disais, ils n'ont pas d'affaire à gagner. Mais je pourrais dire la même chose sur plein de clubs qui ont gagné la Coupe. Ça fait que c'est pas juste Canadien. Moi, il faut que ça soit... Il y avait une super puissance en 93, les Penguins de Pittsburgh. Moi, je me disais, je veux que la super puissance gagne. Je comprends. J'aime pas ça quand la super puissance gagne. Miami, avec Messi, a gagné la MLS. Ouais. Yes, sir! J'aime pas ça, moi, qu'à un moment donné, une équipe là, qui a eu 8 victoires, 14 défaites durant la saison, sort puis gagne. Mais je pense que c'est gagne Si les- la finale. Nashville gagne le MLS l'an prochain, tu vas Ouais, être ben content là, pour moi. Oui, ça, c'est un peu différent, Mathias. Là, on touche à... Tu vas venir vous allez venir à Nashville avec moi au moins une fois. Ça serait Ben, cool. on va hein. certainement aller le voir jouer contre En l'Impact. Ah, ça, Ça, en c'est octobre. certain. Hey, Mathieu Sirois, chapeau. Bravo. Oui. Frédéric Hébert, Ottawa comme Toronto ont un corps Un noyau. qui aurait dû performer. Pour Toronto, le train est définitivement passé et nous avons blâmé le core 4, le noyau 4. Pour On parle de Ottawa, Matthews, Nylander, Ouais. Marner. et probablement Tavares Ouais, c'est ça. ou Morgan Riley. Ouais. Pour Ottawa, le train s'éloigne rapidement. Je ne comprends pas l'analyse de Simon qui dit que le problème est dans la profondeur. Stutzle, Tkachuk, Batterson, Cousins, Pinto et Sanderson, Chabot, Zub et Hallmark. Le problème réside dans le fait que ces joueurs n'ont pas su élever leur niveau au jeu à la coche supérieure. Le feront-ils finalement en retard? Et si le noyau de Montréal stagne aussi, il faudra les blâmer de la même manière. Mon point est qu'on ne peut pas blâmer les joueurs de bottom 6 pour des sous-performances qui se répètent d'année en année. Surtout que les bottom 6 changent très rapidement. C'est quand même un bon point. Je suis d'accord Ouais. et pas d'accord. OK, vas-y. Mais tu vois, il y a des années où Pittsburgh, par exemple, n'arrivait pas à gagner avec Crosby, Malkin et tout Ouais. ça, mais il manquait de papier sablé, puis on est allé les entourer. Aussi, il y avait de très mauvaises performances de Fleury dans les buts. Ouais. Mais ça, il ne faut pas dire ça. Non. Alors, la façon d'entourer aussi le noyau, non, Ouais. t'as le droit, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ça peut, mais moi aussi, je pense que quand même, leurs tops ne sont pas encore au top. Là.
sais, on peut pas dire que Cousins... Moi, c'est quand même un mystère, Ottawa. C'est quand même un mystère ouais. parce qu'il y a un super noyau. Alors, c'est pour ça Super, que j'ai c'est- avancé. C'est pour ça que j'ai avancé l'hypothèse des joueurs de soutien. Parce que pour moi, les joueurs, dans la chaise qu'ils ont, les joueurs nommés, pour moi, c'est vraiment solide. Donc, c'est tout gelé. Tkachuk, Batterson, Cousins, pour toi, là, c'est un top 4 à l'attaque là, qui Qui est pas mal solide. est dans les meilleurs de la Ligue nationale. Pensez-vous que l'exemple de Buffalo va faire des petits cette année? C'est-à-dire que cet été, ils ont enlevé des joueurs de talent pour se grossir. Puis là, Oui. on voit que ça apporte ses fruits enfin. Là. Oui. Mais ça a été très long. Mais pensez-vous que certaines équipes comme ça vont vouloir donner quelques actifs pour... Ben, ça dépend des actifs que tu as. Buffalo, ce qui arrivait de particulier, c'est qu'ils avaient une collection de joueurs identiques. Oui. Mais là, il y en a un. Toutes les équipes n'ont pas ça. Là. Il y en a un qui est arrivé. McLeod. C'est Josh Down. Josh Doan et McLeod l'année Oui, passée. mais l'année d'avant. Oui. Mais là, tu as un joueur, tu sais, il a une bonne saison, mais c'est pas lui qui a tout changé non plus. Non, Je non. pense que c'était juste aussi psychologique de leur mettre dans la tête, garde là. Puis je pense que Kekalainen, ce qui a fait de bien, c'est qu'il a dit, garde, vous n'étiez pas là il y a 12 ans. Vous n'étiez pas là il y a 8 ans, là. Arrêtez, là. Non, Vous mais êtes- il y avait qui vous êtes? il y avait 3 victoires consécutives au moment où Kekalainen est Aussi, arrivé. ouais. Écoute, Kekalainen, là, il est béni des dieux. Puis, et en ce moment, j'ai de la peine. Puis c'est rare que j'ai ce sentiment de Non, t'as pas de peine-là. peine pour Kevin Adams? J'ai de la peine pour Kevin Adams. Ah oui? Ouais. Oui, OK. Bon. Pas le droit. Les Ouais. larmes de serpent. Vincent Parenteau. Salut Snake. Est-ce que tu pourrais nous parler de Tommy Blale? En date d'aujourd'hui, c'est le meilleur pointeur chez les défenseurs de la Q. Il est admissible au prochain repêchage. Oui, 54 points en 45 matchs, défenseur droitier qui s'en va jouer à Michigan State l'année prochaine. Le gars est un patineur hors pair. C'est un des nombreux, je pense qu'il y en a une quarantaine, joueurs américains qui sont venus jouer dans la Q cette année. Il est certainement presque au sommet. Il y en a un autre à Moncton qui est également très bon, Nico Turnes. Moi, je pense qu'il va être repêché. Je ne sais pas exactement à quelle ronde. Mais étant donné que c'est un gars qui, mesuré par la centrale de recrutement, 5 pieds 10 et 3 quarts, 165 livres. Pour un défenseur offensif, il faut vraiment qu'un gars soit absolument sublime pour être repêché en première Tu as ronde. dit 165? Oui, Il 165. est tout petit? Pas très gros. Ouais, mais ça grossit à cet âge-là. Ça grossit, c'est ça. Mais c'est sûr qu'à la base, les équipes y pensent 2 fois avant de prendre un gars comme ça en première ronde. Mais je pense que ça peut être un choix de 2e ou 3e ronde. Au 62e rang, il y en a des bons des fois. On va prendre... Pardon? Au 62e rang, il y en a des bons. Oui, au 62e rang. Et puis, d'ailleurs, c'est ça, j'ouvre une parenthèse. Quand on a parlé de joueurs sous-estimés au repêchage, Hudson, je ne pense pas qu'il était sous-estimé au repêchage. C'est pas un gars qui a descendu. Non. La preuve, Il a les jamais été Canadiens là. ont pris une chance d'attendre au 62e rang. Il y a juste nous qui l'avions au premier tour. Toi, Tu l'avais pas, toi, au premier tour. Hein? je l'avais début 2e. Ah non, je n'étais pas con. 26, là, j'étais en Je l'avais furie. début deuxième. J'étais en furie. À 26. Alors, c'est ça. Il s'en va à Michigan State l'an prochain. Garde, c'est quand même un joueur sur lequel il faut jeter un œil. On termine avec Nicolas Leblanc. Si vous êtes Connor McDavid, est-ce que Montréal est une destination de choix pour 28-29? Et est-ce que le Canadien doit tout essayer pour l'embaucher? Ben, il va avoir 31 ans. Le temps rattrape tout le monde. Il va coûter 25 millions par année. Il va coûter entre 20 et 25 millions, dépendant du plafond salarial. Le temps rattrape tout le monde. C'est sûr que sur un contrat à court terme, ça pourrait être intéressant, une équipe qui a de l'espace sur le plafond. Mais McDavid va vouloir certainement un contrat de 7 ans. Mais tu regardes Crosby, McDavid va être bon pour au moins 10 ans. C'est pas le même style de joueur. Non, c'est vrai que lui, c'est la vitesse. C'est la vitesse. La minute Ça que va le peut-être gars casser plus vite. La ouais. minute que le gars perd cette vitesse électrisante qu'il a, ne serait-ce peut-être que de 15-20 %, il devient probablement juste un très bon joueur au lieu d'être le joueur. Ouais. Le meilleur joueur au monde. Écoute, c'est un Ouais, martien, un c'est bon un point, martien ouais. cet homme. Ah ouais. Je veux dire, c'est un extraterrestre. Un peu comme toi en vert. Oui, c'est ça. Alors, je pense que Ça dépend à quel prix, donc. ça dépend à quel prix. Parce qu'on n'est pas fou, on renonce pas à Connor McDavid non plus, comme ça, d'emblée. S'il y avait 27 ans, je te dis, en 2028, je te dirais que c'est pas pareil. Rendu à 31, là, il faut que tu dises que tu l'as de 31 à 38. Bon. À un prix exorbitant. Notre numéro 1, notre numéro 84, je vous remercie. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut les gars.